fascinée par la végétation indigène. Dans son jardin, elle va incorporer des choses que d'autres horticulteurs vont faire 60, 70 ans plus tard. C'est incroyable. Elle va fasciner le jardin à la féminine. Le respect des ruisseaux, la son des arbres, comprendre l'écosystème. Jardiner, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'assiette, c'est bon pour les enfants, c'est bon pour la planète. Elsie Rieford est une femme hors de l'ordinaire qui, dès sa jeunesse, se révèle déterminée, sportive et munie d'une personnalité peu orthodoxe. Passant chaque année quelques semaines dans l'Est du Québec avec sa famille, c'est en 1918 que sa relation avec la région se consolide alors qu'elle reçoit en héritage la Villa Estevan, une vaste propriété en bord de mer située à Grand-Métis. Ce lieu, qui lui sert d'abord de chalet de pêche, se transforme en 1926 lorsqu'elle commence à s'intéresser à l'horticulture. Sans le savoir, elle jette les bases de ce qui deviendra un jour les jardins de Métis. C'est à force de détermination et d'audace, sans compter sur le temps que lui procure sa fortune, que la femme devient experte de la botanique, irriguant les sols pauvres de la propriété pour créer un immense jardin comptant plus de 3000 variétés de plantes et reconnu comme un fleuron du Québec en la matière. Son petit-fils, Alexander Rieford, nous parle de cette femme extraordinaire. Elsie est venue à Métis jeune, là, Oui. passer du temps d'été avec ses parents. Et surtout son oncle, qui avait une camp à pêche sur la rue Métis. George Stephen, un homme très important de sa vie, va En fait, derrière le Canadien Pacifique. C'est ça, oui. Président de la Banque de Montréal, par la suite fondateur-président du Canadien Pacifique. Alors, un homme d'affaires extrêmement réussi, extrêmement riche. Oui. Pour des raisons d'amitié, il décide de léguer le domaine à Elsie en 1918. Pourquoi? Parce qu'elle aimait la pêche. Je pense qu'elle faisait bien la pêche, parce qu'un pêcheur ne donne pas un camp de pêche à quelqu'un qui est nul. Ouais. C'est quand même elle faisait bien ça. Et elle l'aimait, puis elle maîtrisait la rivière. Alors, je pense qu'il y avait une admiration à la fois de lui sur elle, et c'était réciproque. Ils aimaient beaucoup tous les deux. Elle reçoit le domaine en legs du vivant. Oui, c'est pas un héritage de sa part, en fait. Non, c'est ça. Il était toujours en vie. C'est un legs, oui. Puis elle va donner le restant de sa vie à gérer cet immeuble jusqu'à temps qu'elle donne à mon grand-père. Aux années 20, on parle de 25-26, elle est attaquée par l'appendicite. Elle assure le perron de la villa pendant une semaine, puis on voit bien, ça commence à tourner dans sa tête. C'est pas vrai que je vais me suis confiné dans cette beau lieu. C'est pas le genre de femme à rien faire. Jardinage, ça l'intéressait déjà en théorie, malgré qu'elle n'a pas de formation, pas d'architecte paysagiste, pas d'architecte. Elle va dessiner dans sa tête, puis par la suite, sur les bouts de papier, le jardin qui a pris forme assez rapidement. Et voilà une femme connectée, réseautée, connaisseur, intelligente, trilingue. Bien, elle va ramasser des plantes un peu partout. Elle va placer des commandes en Angleterre ou en France ou en Écosse ou en Irlande. Puis voilà, ces plantes sont envoyées ici. Et voilà que le Bas-Saint-Laurent, on imagine difficile comme terre fertile en termes horticoles, mais voilà que le climat est parfait pour les vivaces, surtout qui viennent d'un pays un peu exotique. Ouais. Alors, le sol est pauvre, parce que le sol ici, c'est la glaise. La glaise où c'est créer des piscines d'eau qui se ramassent, compliquées. Puis ce qu'elle va faire, ce qui est toujours à l'honneur de cette femme-là, elle va faire l'ingénierie horticole. Elle va excaver suffisamment pour assurer le drainage adéquat. Puis voilà, 100 ans plus tard, on le remercie. Elle a conçu un jardin qui était bien conçu au départ, puis on n'a pas corrigé les erreurs du passé. Ouais. Alors le sol est riche aujourd'hui, fertile, parce qu'elle avait fait ça il y a déjà presque 100 ans. Et ce sol provenait évidemment des fermiers des alentours qui venaient évidemment vendre ou échanger leur terre pour nous. Parce qu'elle n'a pas beaucoup de feuillus sur site, beaucoup de conifères qui ne laissent pas des terres fertiles. Alors elle va faire du troc avec le fermier de Grand-Métis, Price et autres, mais je vous donne un saumon grand comme la table ici pour un voyage de feuilles. Moi, je vais faire le compost. Vous et votre famille vont bien manger, puis on est tous les deux gagnants. Parce que j'ai trop de saumon, puis j'ai pas assez de feuilles, puis vous avez trop de feuilles, pas assez de saumon.
on partage, puis voilà, le jardin est beaucoup fertilisé grâce à cette collaboration, qui est toujours le cas. D'ailleurs, on reçoit les feuilles de la ville de Montjoly à tous les automnes. Ah oui? Puis nous, on fait le compost avec. Un peu à l'image d'Elsie. Mais il n'y a pas de retour de saumon, là. C'est pas... Non, on n'a pas le droit, malheureusement. Elle était très consciente de cette rôle qu'elle jouait, étant le châtelaine un peu, puis de la force économique dans une région qui était à l'époque beaucoup plus pauvre qu'il est maintenant. C'est un site incroyablement bien situé. Pas pour rien que l'oncle d'Elsie s'est installé ici. Oui, effectivement. Il y a 3 vues, en fait. Il y a la vue sur le fleuve, puis derrière les poteaux, qu'on regarde ça, le solstice d'été, la maison était vraiment orientée pour que le soleil se couche vraiment dans cet axe ici. Ah, voilà. Il y a la rivière ici, la rivière Métis, qui donne une autre perspective. Puis bien sûr, aujourd'hui, on a une vue sur les jardins. Alors quand même, on a choisi d'avoir vue sur forêt, jardin, fleuve et rivière. Il y en a très peu de sites au Québec, d'ailleurs, qui peuvent avoir des vues aussi splendides qu'ici. Sans parler du microclimat, si on a réussi à introduire des espèces tout à fait exotiques, c'est un peu, pas mal, beaucoup grâce au microclimat. Le microclimat qui est composé de quelques éléments, dont l'espèce d'écran végétal qui nous protège, l'humidité constante, qui se transforme en neige l'hiver. Voilà. Alors, pour les plantes les plus fragiles, quoi de mieux que d'avoir 1 mètre de neige? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de géotextile qui peut battre la neige. Quand ça arrive tôt, puis ça nous quitte tard. Puis c'est un peu, pour le moment, les conditions dans le Bas-Saint-Laurent, c'est qu'on a neige très tôt. Puis ça va couvrir les plantes les plus fragiles tout l'hiver. Il y a des experts de partout dans le monde qui viennent ici pour constater cette adaptation-là. C'est devenu une référence. Oui, effectivement. D'ailleurs, depuis toujours. En fait, Elsie avait déjà des botanistes qui venaient pour émerveiller. Il fallait le voir pour le croire. Oui, c'est ça, parce que dans les écrits, ça donne une chose, mais il y a quelques conférences qui étaient faites dans sa vie, puis on voit bien que les gens sont venus ici, dont Marie-Victorin qui est venu pour constater à quel point la beauté était déjà présente sur le site, mais qu'elle-ci avait beaucoup amélioré grâce à ce mélange de plantes indigènes puis exotiques de partout le monde. Elle aimait beaucoup, je pense, être PDG de son propre domaine. On voit bien qu'elle aimait ça. Elle était confrontée à gérer les employés, qui est toujours une belle complexité, anglophone, francophone, d'ici puis d'ailleurs aussi. Il faut se rappeler, c'était un mélange de personnes de Gaspé, de Métis, de Montréal, qui devaient habiter dans un écosystème. Qui suivaient aussi, qui suivaient madame. Parfois, c'est ça, ou qui arrivaient pour l'été. En tout cas, c'était une belle complexité, presque une pièce de théâtre en même temps. Puis effectivement, son mari était présent, mais lui est en vacances. C'est son épouse qui travaille à l'été. Voilà. On voit bien que ce trouelle était peu utilisé, tandis que l'autre était façonné par la main. On voit un peu à travers ses outils celles qui étaient les plus intéressées ou les plus intéressantes. Puis ça, ici, c'est la genouillère, qui indique qu'elle n'était pas toujours propre et salubre, parce qu'en fait, le jardinage... C'est comme un coussin sur laquelle on met sur chelou, mais elle faisait beaucoup le courte-pointe. Alors ça, c'est elle-même qui leur a fait le dessin, le motif. Tout comme ici, c'est son tablier de jardinage. Oui. Puis on voit bien le même objet ici, où elle porte avec fierté dans son jardin. Jeune, elle joue violon puis musique. Puis je pense que cette discipline que la musique t'impose, donc la régularité, la notation, la pratique constante, je pense que ça lui a instauré une méthode scientifique. Puis ça, on voit dans ses carnets. C'est vraiment... Moi, je ne sais pas cette méthodologie-là, mais on voit bien qu'elle l'avait. Tous les soirs, d'ailleurs, son mari mentionne, il lui était étonné de voir qu'après une journée de travail, après avoir, je dirais, reçu des visiteurs, assurer le bien-être de ses enfants, caresser son mari, en fin de journée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'asseoir à son bureau, puis elle va écrire. Et ça, c'est une sans cesse. Et ce qu'elle lègue, parce que les écrits, pour nous, c'est un héritage inhabituel et peut-être unique au Canada d'avoir une legs photographique et documentaire comme ça. Je ne connais pas d'autres jardins qui ont ça. Le fait qu'elle a gardé ses carnets de notes dans une boîte indiquée Garden Notebooks, elle laissait une directive à quelqu'un. Voilà. Quand on s'est connus à l'époque, dans les années 90, tu venais d'arriver. Et moi, j'avais l'impression que tu étais sur la trace où tu essayais de comprendre, de connaître un fantôme qui s'appelait Elsie Rifford.
Est-ce qu'on peut dire que depuis toutes ces années-là, le fantôme, tu as fait le tour du fantôme et tu as su tout ce que tu devais savoir à propos de ton ancêtre? C'est une bonne question. Moi, je pense que la fantôme prend forme, là, mais elle demeure un peu fantomique dans le sens qu'elle est inconnaissable. C'était une femme qui était extrêmement privée, qui gérait un peu son héritage d'histoire. Oui. Alors, elle nous a laissé des choses à côté. Alors, on découvre quand même, l'Internet est fascinant parce qu'on découvre des articles de journaux, des choses qu'elle a écrites, des commentaires, des choses qu'il y a 20 ans, je n'aurais pas pu imaginer trouver parce que j'avais ni accès ni le temps. Alors, on découvre des choses quand même, mais on a quand même une corpus beaucoup plus complète. Donc, on connaît beaucoup mieux maintenant qu'il y a 25 ans, où j'étais au tout début d'un processus d'apprentissage, puis d'éducation et de connaître cette femme qui était délibérément un peu inconnue. Est-ce qu'elle a laissé beaucoup de choses? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a laissé des documents? Est-ce qu'elle a laissé des traces, d'une certaine manière, qui te permettent justement davantage la connaître? Toi et moi, on dirait qu'elle a laissé beaucoup, là, parce que, bon, nous, on partait de la vie peut-être avec une boîte ou des courriels ou je sais pas quoi, mais demander l'archiviste chez nous, elle va vous dire, écoute, j'en ai du matériel, là. En même temps, on aurait pu avoir plus. Elle a délibérément détruit ses correspondances avec des personnes influentes, intéressantes. On trouve maintenant dans les archives numériques avec Mackenzie King, Phil Laurier, Lord Grey, mais elle nous a pas laissé tout ça. On a comme oublié cette partie d'une femme politisée. C'est toi qui disais que si ton arrière-grand-mère, ton aïeul, avait su à l'époque qu'on allait se souvenir d'elle à cause des jardins, elle n'aurait pas été heureuse trop tôt. Non, c'est ça, ouais. Alors, je me suis dit, comme historien, il faut quand même respecter l'être. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a un jardin qui est ouvert au public, puis les gens veulent savoir l'histoire du jardin, puis le domaine, puis la maison, puis les employés. C'est formidable et fantastique comme histoire. Puis là-dedans, on a beaucoup de documents. Les carnets, les photos, même des films qu'on a trouvés. L'autre partie était beaucoup plus complexe à trouver parce qu'il fallait fouiller un petit peu, puis il fallait admettre qu'il y avait des choses qui étaient détruites, probablement volontairement, parce qu'elle ne voulait pas laisser des vestiges de ses pensées politiques. C'était une femme aussi, je pense, qui était en avance sur son temps d'une certaine manière, qui voulait que les femmes, justement, prennent leur place, occupent une fonction dans la société qu'elles occuperont bien plus tard. De ce côté-là, on peut dire qu'elle était en avance sur son temps. Oui, leader un peu dans la société dans laquelle elle était confinée. Peut-être on oublie à quel point la société était un lieu de confinement, surtout anglophone, protestant, riche, mariée avec un homme d'affaires. On était confinés. Des fois, on était confinés par la politique parce qu'elle était une famille conservateur puis elle ne pouvait pas s'en sortir de ça. Elle n'aimait pas beaucoup Laurier, en fait. Hein? Laurier, elle avait une admiration pour Mackenzie King. Elle l'a hissé beaucoup parce que lui était pas mal politique, était un peu flou. Là, puis elle n'aimait pas le flou, c'est ce qu'on constate. Mais effectivement avant-gardiste dans le sens qu'elle voulait que les femmes prennent une place beaucoup plus importante qui prenaient eux autres mêmes, d'un, puis de deux, où la société était quand même complètement contre leur place en temps politique. Ça aussi, c'est intéressant pour nous de découvrir qu'elle était au front, beaucoup plus d'ailleurs que son mari, qui était plutôt effacé dans le côté politique, vraiment dans une sphère très limitée. Qu'on peut voir ici, ce sont des objets qui appartenaient à Mme Marie Ford, forcément. Plutôt son mari. Son mari, c'est vrai, on est dans la chambre photographe de et artiste. Et ça, c'est quelques-uns de ses anciennes tuyaux de peinture que, heureusement pour nous, Evelyne Annette, une des grandes amies de la famille, a gardé précieusement, pas ouvert depuis 60 ans, puis voilà qu'elle nous amène ça. Peut-être rappeler, Mme Annette, c'était la fille du majordome, hein, c'est ça. Fille du majordome qui a travaillé pour la famille aussi, qui connaissait très bien, puis était quand même bien... Les majordomes, ils sont discrets, ils parlent à personne autre que la famille. Alors, elle avait beaucoup d'histoires de ma famille qui ne circulaient pas autre que dans sa famille, elle. Alors, pour moi, c'était vraiment un bijou, un trésor. Elle n'était pas une grande chasseur. Un grand gibier, de gros gibier. Elle a tué un caribou dans sa vie. Puis elle a regretté toute sa vie par la suite. Là. Et elle faisait un peu de chasse aux perdrix l'automne. Alors, ça, c'est le camp caribou première génération. Tout à fait. Puis on voit Elsie à la chasse, puis on voit Elsie à la chasse. C'est quand même qui distingue un peu Elsie puis Robert des autres familles anglophones dans le coin, parce qu'elle avait pas une seule maison ici, elle avait deux, dont une automne-hiver, puis une deuxième printemps-été. Voilà. Alors, contrairement à la plupart des anglophones, elle a eu les 4 saisons ici.
ainsi, c'est une femme plus complexe qu'on pense. Ouais. C'est sûr qu'elle était très confortable dans la très haute société, là, Oui. avec la rencontre de la reine, la princesse, son oncle qui était richissime dans une grande maison, puis les collections, puis des belles choses. Là. Elle était très confortable dans l'autre société, puis son mari était beaucoup moins confortable. Ah bon? Lui, il aimait beaucoup être en forêt, Oui. la tourtière, Ouais. pain de ménage, Ouais. tarte au sucre. Elle était plutôt, mettons, Un peu plus. potage, crécy. Enfin bref, vous comprenez un peu la comparaison. Oui, oui. Alors, je pense que ça lui a créé une forme d'équilibre Ouais. qui n'était peut-être pas nécessairement né dans elle. Alors ici, Alexandre, c'est le domaine de monsieur, de Robert, là, comme Ouais. tel. Parce que c'est un photographe prolifique, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Ici, il s'amusait. Il Tout à s'amusait toute sa vie, d'ailleurs, parce qu'il a commencé assez jeune. C'est le premier Canadien, semble-t-il, à acheter un Kodak. On a peut-être 15-16 000 photos de son travail ici au jardin, puis une autre 1000 ou 2 aux Archives nationales du Canada à Ottawa. Alors, on a quand même une belle collection, dont une bonne quantité sont comme ça. Ça, c'est des photos, ce qu'on appelle Négatives? panoramiques. Là. Ah oui? C'est des 4 pouces par 12 pouces. Uh-huh. C'est une caméra panorama Kodak qu'il a acheté parce qu'il était un gars de gadget. À chaque nouveauté, ben, il l'achetait. Il renouvelait son C'est matériel. ça. Puis les sujets, ben, c'était, je présume, les jardins, c'était aussi la pêche au saumon. Pêche, jardin, paysage, Oui. humain, travaux horticoles, travailleurs agricoles, un peu de foresterie. Oui. Comme tous, il y a peut-être la moitié, c'est des couchers de soleil. Malheureusement, le noir et blanc, C'est pas nouveau, ça. c'est pas magnifique, mais en même temps, ça démontre à quel point Ouais. on pense d'être original puis créatif, puis voilà, on suit les mêmes tendances on humaines répète depuis une tout à fait. centaine d'années, c'est ça. Alors, il y a vraiment eu un parcours photographique jusqu'à sa mort en 51. Quand elle a quitté les jardins, pour elle, c'était un déchirement. Ouais. Elle n'avait pas le choix, il fallait qu'elle quitte Grand Métis. Ça, c'est l'histoire qui était racontée. Je pense qu'elle a fait un choix. Elle a fait un choix. Bruce, son aîné, voulait habiter le domaine avec son épouse, Oui. récemment mariée d'ailleurs. Puis honnêtement, les deux femmes Ah bon? ne se concordaient pas beaucoup. Ah bon, c'est nouveau. Des têtes dures, des personnes très intelligentes. Et avec raison, l'épouse de Bruce, mon grand-père, a dit on ne peut pas habiter la maison comme ça. On ne peut pas embaucher tant de monde. On ne peut pas garder. Financièrement, c'est trop lourd. On n'a pas les moyens. Ouais. Mon grand-père était soldat avec une pension, j'imagine, assez limitée. Oui. Alors, je pense qu'elle a pu rester. Elle a décidé d'acheter le paix, mais elle était extrêmement attristée par ça. Elle voulait quand même beaucoup que ses petits-enfants, je parle de la génération de mon père, là, Oui. soient l'héritier du domaine. Ça, elle avait Ouais. une immense peine sur le cœur. Puis j'ai redécouvert récemment des correspondances assez ardues entre Elsie et son fils aîné, Bruce. Il y a eu la chicane quand Bruce a décidé de vendre. Évidemment, elle n'était C'était pas pas une d'accord. correspondance facile à lire, puis je suis Ah pas ouais? sûr que je mettrai sur l'Internet. Parce que c'était une femme qui était choquée. Mon fils, je t'aime, je t'adore, mais tu m'as pas consulté. Tu as vendu ça sans me parler. Comment ça se fait que... Bon, pour elle, c'est un domaine privé, ça va devenir privé. Qu'il soit mon grand-père, c'est mieux que rien. Mais quand même, à la fin, quand l'État va l'acheter aux années 61, Oui. il y a une lettre que j'ai trouvée qui dit « Cher Michel, mon père, je suis toujours attristé de penser que le domaine ne nous appartient plus. Mais dans une phrase qui suit, mais je suis content de voir que mon héritage horticole va pouvoir perdurer grâce à l'implication de l'État. » Elle reconnaissait que, dans le fond, il y avait peut-être du bon dans cette C'est transaction. ça. Il n'y avait pas de multitude de solutions. J'aimerais bien avoir un domaine public avec fleurs qu'un domaine privé sans fleurs. fleur. Elle a décédé en 67. Moi, Ouais. je suis né en 62. Ouais. Ça veut dire qu'à l'âge de OK. 5 ans. Alors, j'ai des mémoires assez vagues dans mon cerveau qui me fascinent toujours parce que j'ai cette mémoire d'une femme tout petite dans un lit qui bougeait pas beaucoup, mais mon père a eu comme l'obligation ou la volonté. Il a habité à la maison quand il était jeune homme. Alors, il connaissait bien la maison, puis sa grand-mère, puis il était bien intéressé par l'histoire. Oui. Et il voulait peut-être nous exposer à cette femme. Et bon, ça m'a marqué à l'époque. Puis voilà, 25 ans plus tard, je suis toujours là. Je suis venu ici en 93 de mémoire, puis je me suis présenté devant le directeur de l'époque, M.
M. Fernand-Lavoie puis Mme Roy, qui était en charge de la villa à l'époque avec les ateliers plein soleil. Puis je me suis dit, bon, j'ai des documents, j'ai des photos, j'ai une passion pour l'histoire, je t'offre mes services pour faire un petit livre sur les jardins métis. Il était très enthousiaste. En même temps, bémol, on entend que ils vont nous fermer. Parce qu'à début juin, Radio-Canada annonce le gouvernement de Québec va vendre ou céder des actifs. Alors, ça, on met en mode action, crise, réponse, puis les ateliers plans soleil étaient très présents pour qu'on puisse créer un plan d'affaires, créer nos BNL, déposer un plan d'affaires, faire la politique, durant une campagne électorale. Moi, je suis anglophone de Toronto avec un gouvernement libéral qui va bientôt se perdre parce que c'est Jacques Parizeau puis le PQ qui va gagner. Alors, j'étais mis dans un bain politique à laquelle j'avais peu d'aptitude. Puis d'ailleurs, il ne faut pas que vous jouez des reportages de l'époque parce que mon français était adéquat, mais loin d'être fluide. Il est parfait. Quand je t'ai connu, c'était peut-être un petit peu plus ardu. Loin d'être fluide. Alors voilà, j'ai été vraiment mis dans un bain de complexité à laquelle j'ai dû réagir. Puis heureusement pour nous, bon... La session se fait avec les ateliers, on crée un OBNL, ça va bien. Puis déjà, en 95, on a une très belle saison, puis on a bien lancé. On disait à l'époque, moi le premier, que les Rifford revenaient à Grand Métis prendre possession du domaine, mais en réalité, c'était une prise de possession partagée, là. Oui, tout à fait. Puis c'est un OBNL, alors moi, je ne suis toujours pas propriétaire, puis j'essaie de m'effacer un peu, que les gens me voient comme propriétaire, parce que c'est pas le cas. J'ai une déception, ma famille m'ont beaucoup aidé, mais pas de manière pécuniaire. Mais bon, voilà, donné leur bénédiction, autrement dit. C'est ça, exact. Ouais. J'ai eu la plus morale, puis c'était correct aussi, parce que ça nous a mis sur des pistes. On a pas mal de réussites au privé, des fondations, des individus, mais tu avais des contacts aussi. Le gouvernement nous a toujours appuyés, qu'il soit Québec, Canada, la MRC, la municipalité. On a eu quand même des appuis importants. Et je peux vous dire que c'est les visiteurs qui nous ont fait vivre depuis 25 ans. C'est pas le gouvernement du Québec ou Canada. Il nous a aidés à développer, mais c'est monsieur, madame, tout le monde qui paye au guichet qui nous a permis de développer parce qu'ils sont fidèles, ils sont présents. Puis généralement, ils aiment l'expérience assez de revenir 3 ans, 5 ans parce que les gens croient bien que les jardins, c'est un lieu de découverte et de magie en même temps. Elle aurait été certainement fière si elle avait su que finalement, les jardins allaient être placés sous la gestion d'un de ses descendants, dans le fond, que tu allais reprendre. On imagine. Le relais, là. Des fois, je dis en blague, ça tourne dans sa tombe, certain. Moi, mon job, c'est de ralentir un peu la vitesse qui retourne. Là. Mais je pense que le fait qu'il y a quand même un lien familial avec un domaine comme celui-là, ça aide beaucoup. On a beaucoup aimé, aidé par une femme qui avait déjà une vocation, un vocabulaire écologique. Là. De faire véhiculer des carottes qui sont poussées en Texas ou en Californie, c'est pas exactement ce qu'on souhaite, ni sur l'assiette, mais ni pour la planète. Alors, je pense que notre avenir comme jardin, c'est pas juste de vous donner un vue splendide sur la végétation, mais c'est aussi de vous faire comprendre comment vous-même, chez vous, ou dans votre parcours personnel, vous pouvez faire la même chose à une échelle différente, ou vous pouvez participer dans cette écologie, cet écosystème. Je pense que c'est un peu notre devoir, puis notre place, en fait, bref. On n'a plus dans les domaines privés exclusifs, mais plutôt dans le partage des savoir-faire puis des savoir-être. Je pense que c'est un peu l'orientation que je souhaite léguer à tous ceux qui vont me succéder éventuellement. La petite fleur que tu as plantée il y a 25 ans maintenant a grandi puis a prospéré, puis ça donne un résultat qu'on connaît. Oui, exact. Ouais. Voilà. Alexandre, je te remercie infiniment. Merci, Robert.